Catherine Grégoire se tenait près de la fenêtre de son appartement à Montmartre, observant la ville s'illuminer à la tombée de la nuit. Demain, elle épouserait Michel Moreau, un talentueux violoniste qui avait conquis son cœur avec sa musique et sa sincérité. Son téléphone vibra dans sa main, l'attirant de ses pensées prénuptiales. « Ma mère souhaite te voir ce soir pour le dîner », afficha le message de Michel. Catherine fronça les sourcils en relisant le texte. En 2 ans de relation, elle n'avait rencontré ses parents que quelques fois, et chaque rencontre avait laissé un goût amer. Irène Moreau, une célèbre historienne de l'art à Paris, se montrait toujours froidement hautaine. Quant à Alexandre Moreau, professeur au conservatoire, il semblait plus chaleureux, mais restait silencieux en présence de sa femme. Pourquoi maintenant, à la veille de leur mariage? Elle écrivit une réponse, une tradition familiale. Je ne peux pas en parler au téléphone. À 19h, s'il te plaît. C'est très important, arriva la réponse rapide. Catherine jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà 17h et elle n'avait pas le temps de réfléchir. Elle se changea rapidement, enfilant une élégante robe couleur rose poudrée, coiffa ses cheveux avec soin et se maquilla de manière discrète mais impeccable. Dans le miroir, elle aperçut une jeune femme de 24 ans, aux yeux marrons intelligents et aux manières gracieuses. Son travail de journaliste dans un des magazines les plus prestigieux de Paris lui avait appris à toujours se présenter avec dignité. En se rendant chez les Moreau, Catherine se remémora son enfance. Jusqu'à l'âge de 14 ans, elle avait vécu à Paris, où son père travaillait à l'ambassade de Russie et sa mère enseignait le russe à la Sorbonne. C'est là qu'elle avait appris le français, qu'elle parlait aussi bien que sa langue maternelle. Après son retour à Moscou, elle avait intégré l'université d'État de Moscou, mais elle préférait ne pas mettre en avant son éducation européenne, de peur que cela soit perçu comme un moyen de se démarquer. La maison des Moreau se trouvait dans le centre historique de Paris. Un ancien bâtiment au haut plafond et aux larges escaliers respirait l'aristocratie et la culture. En montant les marches en marbre, Catherine ressentait une inquiétude croissante. Son intuition lui disait que ce dîner n'était pas simplement une politesse. Michel ouvrit la porte avec un sourire tendu. Son visage habituellement sûr de lui trahissait une tension qu'il tentait en vain de cacher. « Merci d'être venu », dit-il en l'embrassant doucement sur la joue. « Mes parents t'attendent dans le salon. » Désolé pour cette demande inattendue. Mais c'est vraiment important. « Michel, que se passe-t-il ? Tu as l'air inquiet. » Je t'expliquerai plus tard, je te le promets. Il prit sa main et l'entraîna dans un long couloir décoré de gravures anciennes. L'appartement était d'une richesse et d'un goût exquis. Les hauts plafonds, les moulures, le parquet en bois précieux, les meubles anciens, tout témoignait de la richesse et du patrimoine culturel de la famille. Sur les murs, des œuvres d'art authentiques ornaient l'espace. Dans un coin du salon se tenait un vieux piano, sur lequel reposaient des partitions de pièces classiques. Irène Moreau les accueillit dans le salon. À 56 ans, elle était impeccable. Ses cheveux gris étaient coiffés avec élégance, elle portait une robe bordeaux de luxe, et un collier de perles ornait son cou. À ses côtés se tenait Alexandre Moreau, en costume sombre classique, tenant un verre de vin rouge. « Catherine, quel plaisir de te voir », prononça Irène avec cette politesse glaciale que Catherine connaissait bien. Dans son ton, on percevait une note de condescendance, comme si elle faisait une faveur en accueillant sa future belle-fille. « J'espère que tu ne vois pas d'inconvénient à un petit dîner familial avant un événement si important. » « Bien sûr que non. »« C'est un plaisir », répondit Catherine en serrant la main tendue. La poignée de main était formelle et froide. « Parfait. Alexandre, s'il te plaît, sers un verre de vin à notre chère Catherine, ordonna la maîtresse de maison. Alexandre se dirigea silencieusement vers le bar ancien et versa un verre de vin rouge d'une bouteille coûteuse. À 58 ans, il était grand et imposant, mais ses mouvements trahissaient une certaine rigidité,
comme s'il était constamment sous le contrôle invisible de sa femme. C'est un Bourgogne millésimé 2010, expliqua-t-il en tendant le verre. Un excellent vin. Nous l'avons rapporté de France. Merci. Catherine prit une petite gorgée. Le vin était effectivement délicieux, mais l'atmosphère dans la pièce demeurait tendue et inconfortable. Michel se tenait là, se déplaçant nerveusement d'un pied à l'autre, lançant des regards inquiets à sa mère. Catherine remarqua son anxiété et décida de détendre l'atmosphère. « Vous avez une magnifique collection », dit-elle en s'approchant d'un petit paysage impressionniste dans un cadre doré. « C'est un original ? » « Oui, c'est une œuvre de Manet », répondit Irène avec une fierté manifeste. « Nous l'avons acquise lors d'une vente aux enchères à Londres il y a quelques années. Cela a coûté cher, mais l'art est un investissement dans l'éternité. C'est vraiment une belle œuvre, surtout la façon dont la lumière et l'atmosphère sont rendues. » Catherine examinait attentivement la peinture. Son éducation artistique à Paris lui permettait de comprendre et d'apprécier de telles œuvres. « Tu t'y connais en peinture ?» demanda Irène avec une certaine surprise, comme si elle ne s'attendait pas à une telle connaissance de la part de Catherine. « Un peu. J'ai étudié l'histoire de l'art comme matière complémentaire à l'université, » répondit Catherine, omettant de mentionner son éducation française. « Intéressant », échangea Irène un regard significatif avec son mari. « Dans quelle université as-tu étudié ? » À l'université d'État de Moscou, en journalisme. « J'ai obtenu mon diplôme avec mention », répondit fièrement Catherine. « C'est une excellente institution, » acquiesça Alexandre. Le journalisme est une profession importante et nécessaire de nos jours. Bien que cela soit assez simple, interrompit Irène, cherchant à exprimer délicatement que cela ne nécessitait pas une grande aristocratie ou un talent particulier. Catherine se sentit encore plus mal à l'aise, mais décida de ne pas montrer son irritation. « Peut-être avez-vous raison, » répondit-elle avec un sourire. Mais le journalisme apprend à choisir ses mots avec soin et à comprendre les gens. À ce moment-là, une femme âgée en uniforme de domestique entra dans le salon. « Irène, le dîner est servi », annonça-t-elle doucement. « Merci, Anna. »« Mes amis, je vous prie de vous asseoir à table », annonça solennellement la maîtresse de maison. La salle à manger était aménagée dans un style classique, avec une grande table en chêne pour 12 personnes, des chaises à dossiers sculptés, et un lustre en cristal qui reflétait la lumière dans de nombreuses facettes. La table était dressée avec de la porcelaine raffinée, et au centre trônait un vase rempli d'orchidées blanches. Le dîner commença par des hors-d'œuvre délicats, des tartelettes avec du caviar rouge et du hareng fumé, du pâté de foie gras, et une sélection de fromages raffinés. La conversation, au départ, portait sur des sujets généraux, les projets pour le mariage de demain, la météo, et les derniers événements culturels à Paris. Irène était une hôtesse exemplaire, mais Catherine ne pouvait s'empêcher de sentir le regard scrutateur de ses beaux-parents sur chacun de ses mots et gestes. « Catherine, parle-nous un peu de ta famille », demanda Irène en découpant soigneusement un morceau de canard rôti avec une sauce aux cerises. « Nous savons si peu de choses sur tes origines. » « Mes parents vivent à Paris. Mon père travaille au ministère des Affaires étrangères et ma mère est traductrice de langues européennes, » répondit brièvement Catherine. « As-tu des frères ou des sœurs ? » « Non, je suis fille unique. »« Je vois, » acquiesça Irène pensivement. « Et tes ancêtres ? Ils viennent de familles éduquées ? Je veux dire, avaient-ils un diplôme supérieur, des traditions culturelles ? » La question sonnait condescendante, comme si elle doutait déjà de la réponse positive. Catherine sentit la tension monter en elle. « Mon grand-père était professeur de littérature russe à l'université de Moscou, ma grand-mère était pianiste concertiste. Du côté de ma mère, mon grand-père était médecin et ma grand-mère enseignante de mathématiques, » énuméra-t-elle calmement. « Une excellente lignée, » remarqua Alexandre avec approbation. « Des racines intellectuelles, »
c'est très important. Sans aucun doute, la lignée a beaucoup d'importance, acquiesça sa femme. Surtout quand il s'agit de perpétuer un ancien nom. Les enfants héritent non seulement des traits extérieurs, mais aussi de la culture intérieure, de l'éducation, des manières. Michel s'étouffa avec son vin et se mit à tousser. Catherine comprit où la conversation était dirigée et décida de changer de sujet. « Et parlez-nous de vos traditions familiales » demanda-t-elle avec un intérêt sincère. « Michel m'a dit que vous aviez des coutumes particulières transmises de génération en génération. » Irène et Alexandre échangèrent un regard. Dans leurs yeux, il y avait un secret, compréhensible seulement pour eux deux. « Oh oui, nous avons effectivement une ancienne tradition familiale, » prononça lentement Irène en posant sa fourchette. Elle est respectée dans la famille Moreau depuis plus d'un siècle et se transmet de la belle-mère à la belle-fille. Ça a l'air très intrigant, s'inclina Catherine, montrant son intérêt. Nous croyons que chaque femme qui entre dans notre famille doit prouver sa capacité à porter le noble nom des Moreau, déclara solennellement Irène. C'est une sorte d'épreuve de culture, d'éducation et de conformité à nos normes élevées. Et comment se déroule cette épreuve ? Demanda prudemment Catherine, essayant de garder un ton neutre. Oh, ce sera une petite surprise, sourit mystérieusement la belle-mère. Mais ne t'inquiète pas, ma chère. Je suis absolument convaincue qu'une jeune femme éduquée avec un diplôme universitaire saura facilement réussir notre simple épreuve. Dans ces paroles, il y avait une ironie à peine dissimulée, comme si elle doutait déjà des capacités de Catherine à passer le test à venir. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus détendue. Alexandre raconta quelques histoires amusantes de la vie au conservatoire. Michel partagea ses projets pour les concerts à venir. On discuta des détails de la cérémonie de demain et de leur lune de miel en Italie. Mais Catherine ne pouvait plus se concentrer pleinement sur la conversation. Ses pensées tourbillonnaient autour de cette mystérieuse tradition familiale. Après le plat principal, un dessert raffiné fut servi, une mousse au chocolat avec des framboises et des feuilles d'or. Il était accompagné d'un café aromatique fait à partir de grains venus du Brésil. « Alexandre, te souviens-tu de notre première rencontre » demanda soudainement Irène en se tournant vers son mari. « Bien sûr, ma chère. C'était au théâtre Mariinsky lors des tournées de l'Opéra de Paris. Tu portais une robe émeraude et tu ressemblais à une véritable reine. » Alexandre sourit en se remémorant ce moment. « Et te souviens-tu comment ta défunte mère m'attestait sur les traditions familiales ?» Oh oui, rit Alexandre. Elle m'a fait passer un véritable examen après notre rencontre. Puis elle a dit, ta fiancée est non seulement belle, mais aussi éduquée. De plus, elle parle parfaitement français. Et il ajouta une phrase qui lui était restée en mémoire toute sa vie. Laquelle ? Demanda Catherine avec curiosité, pressentant l'importance du moment. Alexandre réfléchit un instant, choisissant ses mots. Elle a dit en français, « Un oie n'est pas un ami du cochon. » Cela signifie que les oiseaux de haut vol ne se mêlent pas de ceux qui sont plus simples. Catherine faillit s'étouffer avec son café. La phrase française résonna de manière particulièrement cynique et offensante dans la bouche de cet homme qui semblait pourtant si cultivé. C'est une citation intéressante, observa-t-elle prudemment. Et que signifie-t-elle dans le contexte des relations familiales ? C'est un proverbe français très sage qui dit que les gens doivent choisir des partenaires de statut social, d'éducation et de niveau culturel équivalent, expliqua Irène avec un air de connaisseur. Les mariages entre représentants de classes différentes sont rarement heureux. Une pensée vraiment sage, acquiesça Catherine, s'efforçant de réprimer son indignation. À ce moment-là, le téléphone de Michel sonna. Il s'excusa et sortit dans le couloir pour répondre. Alexandre profita de la pause pour mettre de la musique. Des sons doux de composition classique remplirent la pièce. « Catherine, je veux te parler franchement, dit Irène en se penchant plus près. Demain,
tu deviendras partie intégrante de notre ancienne lignée, et je considère qu'il est de mon devoir de t'expliquer ce que cela signifie. Je t'écoute attentivement. Catherine posa sa tasse et se concentra sur son interlocutrice. La famille Moreau a une histoire glorieuse qui remonte au XIXe siècle. Mon beau-père était le chef d'orchestre du théâtre Bolchoï, et son père était un compositeur célèbre. Les femmes de notre famille ont toujours été caractérisées par une grande délicatesse, une connaissance des langues et des manières impeccables. Catherine hocha silencieusement la tête, attendant la suite. Michel est un musicien exceptionnellement talentueux avec un grand avenir. Mais il est jeune et laisse parfois ses émotions obscurcir son jugement, poursuivit la belle-mère. J'espère sincèrement que sa fiancée sera une compagne digne, capable de soutenir sa carrière et la réputation de notre famille. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, promit Catherine, son cœur battant la chamade. Irène se leva, un sourire poli sur les lèvres, mais son regard trahissait une intention cachée. Permets-moi de te parler de notre tradition, dit-elle en s'approchant d'un vieux secrétaire en acajou dans un coin de la salle à manger. Elle ouvrit le tiroir supérieur et en sortit une petite boîte en bois, recouverte de cuir fin et incrustée d'argent. Cette boîte appartenait à l'arrière-grand-mère de Michel, expliqua-t-elle en caressant doucement le cuir usé. Elle contient des documents et des photographies liées à notre tradition familiale. Chaque nouvelle fiancée doit les étudier avant de rejoindre notre famille. Dans la pièce voisine, la voix de Michel se faisait entendre, il était encore au téléphone. Pendant ce temps, Alexandre servait un verre de cognac dans un cristal étincelant et offrit aux dames un peu de liqueur. Sais-tu, Catherine, ce que cela signifie d'être l'épouse d'un musicien issu d'une ancienne lignée noble, demanda Irène en ouvrant la boîte. Soutenir son mari dans sa carrière, créer un foyer chaleureux, être une compagne digne, répondit Catherine, un léger tremblement dans la voix. C'est une compréhension superficielle, ma chère, rétorqua Irène en sortant une photographie jaunie dans un cadre délicat. Regarde cette femme remarquable. Sur la photo, une dame élégante en robe de soirée à manches en dentelle se tenait près d'un piano, sa posture exprimant une fierté aristocratique et une grâce naturelle. C'est Élisabeth Félicité Giraud, l'épouse de mon arrière-grand-père. Elle était non seulement belle, mais aussi incroyablement cultivée. Elle parlait couramment 6 langues européennes, jouait du piano et de la harpe, et avait une connaissance approfondie de la peinture, de la littérature et de la philosophie. Mais surtout, elle savait comment se comporter dans la haute société. Elle a l'air très digne et raffinée, observa Catherine en examinant la photo. Exactement. Et sais-tu comment elle est entrée dans notre famille, demanda Irène, un éclat d'intrigue dans la voix. Elle a également été soigneusement évaluée pour s'assurer qu'elle répondait aux normes élevées des Giraud. Comment se déroulait cette évaluation, s'enquit Catherine, curieuse. La tradition familiale a été établie par l'arrière-arrière-grand-père de Michel, Constantin Alexandre Giraud. Il était non seulement un musicien exceptionnel, mais aussi un polyglotte, un philosophe, un homme de culture européenne. Constantin Alexandre croyait que la véritable aristocratie de l'esprit se manifestait par la connaissance des langues européennes, en particulier du français, la langue de la diplomatie et de la haute société. Irène sortit un autre document, une lettre écrite sur du vieux papier avec une calligraphie élégante. Cette lettre, il l'a laissée à son fils avant sa mort. Elle explique l'essence et l'importance de notre tradition familiale. Elle mit des lunettes délicates à monture dorée et commença à lire d'une voix solennelle en français. Mon cher fils, souviens-toi toujours que l'épouse n'est pas simplement une compagne de vie, mais la mère de tes futurs enfants et la gardienne du foyer familial. Elle doit posséder non seulement une beauté extérieure, mais aussi une culture intérieure profonde. Vérifie ses connaissances en français, la langue de la véritable aristocratie européenne. Qu'elle prouve par des actes, et non par des mots, qu'elle mérite de porter le nom ancien des Giraud et d'élever nos descendants. Catherine écoutait attentivement,
s'efforçant de cacher son indignation grandissante face à cette tradition archaïque et hautaine. Et depuis lors, chaque nouvelle fiancée doit passer de telles épreuves, demanda-t-elle, maintenant son ton calme. Absolument, sans exception, confirma Irène avec gravité. Ma défunte belle-mère m'a testé. J'ai également évalué l'épouse de l'aîné des frères de Michel. Leur mariage a échoué, peut-être parce que la jeune femme n'a pas su passer l'épreuve avec dignité. Michel a un frère aîné, s'étonna Catherine. En 2 ans de relations sérieuses, son fiancé n'avait jamais mentionné l'existence d'un frère. Oui, il s'appelle Pavel Alexandre. C'était un pianiste très talentueux, prometteur, mais il a choisi une fille totalement inadaptée, issue d'une famille modeste. Elle était, disons, délicatement, pas du tout de notre milieu ni de notre niveau. Le cœur de Catherine se serra de compassion pour Pavel, qui semblait avoir sacrifié sa famille pour un amour véritable. Et que s'est-il passé ensuite? Pavel est parti de Russie. Nous n'avons plus de nouvelles de lui depuis plus de 10 ans. Il a trahi nos traditions familiales et a déshonoré notre lignée. La froideur dans la voix d'Irène laissa entendre qu'elle parlait d'un étranger, et non de son propre fils. Mais revenons à notre tradition. Elle remit les documents dans la boîte. Demain, tu deviendras officiellement ma belle-fille, et je veux être absolument certaine que tu es prête pour ce rôle honorifique. Que dois-je faire exactement? Demanda Catherine, franche. Il te suffit de démontrer ton niveau culturel, de montrer que tu es capable de soutenir une conversation mondaine en français, que tu comprends les subtilités de l'étiquette européenne, que tu t'y connais en art et en littérature. Irène parlait d'un ton qui laissait entendre que c'était la chose la plus naturelle au monde. Et si je ne réussis pas l'épreuve? Oh, mais tu réussiras, ma chère, sourit Irène, un sourire qui avait quelque chose de prédateur et d'inquiétant. Je vois en toi un certain potentiel. Il suffit de polir quelques aspérités. À ce moment-là, Michel entra dans la salle à manger, visiblement plus tendu qu'auparavant. Désolé, c'était l'organisateur de la cérémonie de demain. Il vérifiait les derniers détails, expliqua-t-il en prenant place à table. Nous venions juste de parler des traditions familiales avec Catherine, annonça sa mère. C'est merveilleux, répondit Michel avec un sourire forcé, mais Catherine remarqua qu'il évitait son regard. Alexandre servit à chacun un verre de champagne et d'une bouteille française coûteuse. Levons nos verres pour demain, proposa-t-il solennellement. Pour la nouvelle génération de la lignée Giraud et la poursuite de nos traditions glorieuses. Tous trinquèrent, mais l'atmosphère à la table restait tendue. Catherine commença à soupçonner que Michel en savait beaucoup plus sur l'épreuve à venir qu'il ne le laissait paraître, et qu'il avait peut-être même accepté la décision de sa mère de tester sa fiancée. Allez, chère, te souviens-tu de notre première rencontre à Paris? Demanda soudain Irène à son mari avec un sourire malicieux. Bien sûr, ma chère. C'était à l'Opéra Garnier lors de la première de Carmen. Tu portais une magnifique robe couleur champagne et tu ressemblais à une véritable aristocrate française, se remémora Alexandre avec chaleur. Et te souviens-tu comment ta mère m'a testé sur mes connaissances en français et en manières? Oh oui, rit le professeur. Elle était très stricte. Après notre rencontre, elle m'a soumis à un véritable examen sur tes qualités. Puis elle a dit, ta fiancée est non seulement belle, mais aussi véritablement éduquée, elle maîtrise parfaitement le français et connaît l'étiquette européenne. Et elle a ajouté une phrase que je n'ai jamais oubliée. Quelle phrase? Demanda Catherine, intriguée, pressentant l'importance de ce moment. Alexandre réfléchit un instant avant de dire, elle a dit en français, un oie, pas les midien cochon. Catherine faillit s'étouffer avec son champagne. Un oie, pas les midien cochon. Elle comprit parfaitement les mots, mais ne laissa rien paraître. Cette maxime française résonnait de manière particulièrement cynique et offensante dans la bouche de cet homme apparemment cultivé et raffiné. Que signifie cette expression? Demanda-t-elle innocemment.
C'est une sagesse française qui dit que les membres de la haute société ne doivent pas se mêler aux gens de basse extraction, expliqua Irène d'un ton moralisateur. Les mariages entre personnes de classes sociales différentes sont rarement harmonieux et heureux. C'est vraiment une pensée instructive, parvint à dire Catherine, faisant tourner sa bague de fiançailles sur son doigt pour ne pas trahir son indignation. Irène et Alexandre échangèrent un regard complice et rirent ensemble, comme s'ils se remémoraient une blague amusante. Dans leur rire, on pouvait percevoir des notes de supériorité et de condescendance. « Eh bien, mes chers, dit Irène en se levant de table. Je pense qu'il est temps de passer au salon. Là, nous pourrons discuter tranquillement de demain et des traditions. » Tous se dirigèrent vers le vaste salon où le feu crépitait dans la cheminée, créant une atmosphère chaleureuse et intime. Irène installa Catherine dans un fauteuil en face d'elle, tandis que les hommes prenaient place sur le canapé. « Catherine, je veux te raconter l'histoire d'une autre femme, » commença sa belle-mère, sortant une autre vieille photographie de la boîte. « C'est Anna. Elle était la fiancée de l'aîné de mon beau-père. » Sur la photo, une jeune femme en robe blanche se tenait dans une pose gracieuse près d'une fenêtre. Anna venait d'une ancienne famille de riches marchands, mais elle n'avait pas l'éducation requise. Lorsqu'elle a passé l'évaluation familiale, elle n'a pas réussi à maîtriser les bases du français. Tu imagines, elle ne pouvait même pas prononcer correctement des phrases simples. « Et que s'est-il passé » demanda Catherine, bien qu'elle devinât déjà la réponse. Le mariage a été annulé à la dernière minute. La jeune femme n'a pas pu prouver qu'elle répondait aux normes élevées de la famille, annonça froidement Irène. Bien sûr, cela a été douloureux pour tout le monde, mais les traditions passent avant les sentiments personnels. Michel était resté silencieux tout ce temps, jouant nerveusement avec sa serviette. Catherine remarqua qu'il évitait son regard et comprit qu'il était pleinement au courant de la situation. « Et maintenant, chère Catherine, » prononça solennellement Irène, « il est temps pour ton épreuve. » Un silence solennel s'installa dans le salon. Irène se leva et s'approcha de la cheminée, où des photographies familiales étaient exposées dans des cadres en argent. Alexandre déposa son verre et se leva également, adoptant une posture officielle. Michel resta assis, mais son visage avait pâli sous la tension. « Catherine, la tradition de notre famille exige que chaque future belle-fille démontre son niveau culturel et ses connaissances en français, » commença Irène d'un ton officiel. « Ce n'est pas simplement une formalité, mais un rituel sacré qui nous lie aux générations précédentes. » Catherine se leva lentement de son fauteuil, redressa son dos et regarda Irène droit dans les yeux. À l'intérieur d'elle, la colère et le désir de remettre ses snobs hautains à leur place luttaient, mais elle décida de rester calme pour l'instant. « Je suis prête pour votre épreuve, » dit-elle d'une voix ferme. « Parfait, » acquiesça Irène d'un hochement de tête approbateur. « La première tâche est assez simple. Je vais prononcer des phrases en français, et tu devras les traduire en russe et expliquer le contexte. » Elle marqua une pause théâtrale, puis prononça avec élégance, « Bonjour, comment allez-vous ? » Cela signifie, « Bonjour, comment ça va ? » C'est une salutation polie standard, répondit Catherine sans hésitation. Bien. Maintenant, quelque chose de plus difficile. Irène prononça une phrase qui, en traduction, signifiait qu'il faut cultiver son jardin. C'est une citation de Candide, signifiant qu'il faut s'occuper des affaires pratiques plutôt que des réflexions philosophiques abstraites, traduisit Catherine. Irène haussait légèrement les sourcils, visiblement surprise par une réponse aussi précise. Pas mal. Maintenant, essaie de traduire une phrase plus complexe. Elle prononça un aphorisme disant que la politesse pour l'esprit est ce que la grâce est pour le visage. C'est un aphorisme disant que la culture intérieure embellit une personne tout autant que la beauté extérieure, répondit instantanément Catherine. Impressionnant, reconnut la belle-mère, mais une note de méfiance se glissa dans sa voix. Dis-moi, où as-tu étudié le français si sérieusement ? À l'université comme matière complémentaire,
répondit Catherine, omettant de mentionner son enfance à Paris. Très bien. Passons à une tâche plus complexe. Je veux que tu parles en français de tes projets en tant que future épouse de Michel. Catherine prit une profonde inspiration et commença à parler en français impeccable. Je suis profondément honorée d'avoir l'opportunité de rejoindre votre famille. Mon intention est de soutenir Michel dans sa carrière musicale et de créer un foyer harmonieux où régneront l'amour, la culture et les traditions familiales. Irène et Alexandre échangèrent un regard de surprise manifeste. La prononciation de Catherine était irréprochable, sans le moindre accent. Très bien dit, prononça lentement Irène, visiblement en train de réfléchir à son prochain mouvement. Maman, peut-être que cela suffit, intervint brusquement Michel. Katia s'en sort très bien. Non, chère. La tradition est la tradition, rétorqua sa mère. J'ai encore une tâche à te confier. Elle s'approcha de la bibliothèque et sortit un volume de poésie française relié en cuir. Lis et explique le sens de ce poème de Baudelaire, dit-elle en ouvrant le livre. Catherine prit le livre et lut à haute voix sans la moindre difficulté les vers d'un poème de Baudelaire. Elle expliqua ensuite, Baudelaire décrit un monde idéal où règne l'ordre et la beauté, le luxe, la paix et le plaisir. Le visage d'Irène se tendit de plus en plus. Elle semblait s'attendre à un échec complet de la part de Catherine, mais recevait un résultat opposé. Dernière tâche, dit-elle avec détermination. Je veux entendre ton avis sur le rôle de la femme dans la société aristocratique. En français, bien sûr. Catherine prit un moment pour réfléchir, puis commença à parler en regardant droit dans les yeux de sa belle-mère. Je crois que la véritable noblesse ne réside pas dans l'origine sociale, mais dans la noblesse de l'âme, l'intellect et la capacité d'aimer sincèrement. Une femme parfaite doit être éduquée, mais aussi indépendante et capable de penser librement. Irène, visiblement tendue, demanda « Qu'est-ce que cela signifie ?» Catherine traduisit ces mots en russe. Un silence pesant s'installa dans le salon. Alexei hocha la tête en signe d'approbation. Michel poussa un soupir de soulagement, mais le visage d'Irène trahissait un mécontentement évident. Elle ne s'attendait pas à une réponse aussi digne et philosophique. Eh bien, sourit-elle de manière forcée. Tu t'en es vraiment bien sorti. Mais ce n'était qu'un échauffement. Un échauffement, s'étonna Catherine. Bien sûr, ma chère. Le véritable test est encore à venir. Irène retourna à sa bibliothèque et sortit un petit paquet enveloppé dans un tissu de soie. C'est une tâche spéciale que chaque femme de notre lignée doit accomplir, annonça-t-elle solennellement. Tu dois écrire une lettre en français décrivant tes projets pour l'éducation de nos futurs enfants dans les traditions de notre famille. Elle déballa le paquet, révélant une plume ancienne avec un stylo en or et des feuilles de papier de qualité ornées du blason familial. Tu as 30 minutes, ajouta-t-elle en posant une horloge sur la table. Catherine prit la plume et le papier, consciente de l'importance de cet exercice. Peut-être que sa lettre serait conservée dans la boîte familiale aux côtés des documents des générations précédentes. Réfléchissant à la tâche, elle commença à écrire d'une écriture élégante en français. Chère famille Gori, c'est avec une profonde gratitude que j'accepte l'honneur de devenir membre de votre illustre famille. En tant que future mère des enfants de Michel, je m'engage à leur transmettre non seulement l'amour de la musique et de l'art, mais aussi des valeurs humaines fondamentales, la générosité, la tolérance, le respect des autres et la capacité de juger les gens sur leurs qualités personnelles plutôt que sur leur origine sociale. Je souhaite élever nos enfants dans l'esprit de la véritable noblesse, qui se manifeste par la bonté, l'intelligence et l'ouverture au monde. Ils étudieront les langues non pas pour se démarquer, mais pour mieux comprendre la diversité culturelle de notre planète. J'espère que notre famille sera un exemple d'harmonie, où les traditions se mêlent à la modernité et où chaque membre sera valorisé pour ses qualités personnelles. Avec tout mon respect, Catherine. Une fois la lettre terminée,
elle reposa la plume et la remit à Irène. Celle-ci lut attentivement le texte, et son visage devint progressivement plus sombre. « Traduis ce que tu as écrit », demanda-t-elle froidement. Catherine traduisit sa lettre sans changer un mot. Lorsqu'elle eut terminé, un lourd silence s'installa dans le salon. Une approche intéressante, finit par dire Irène d'un ton glacial. Mais j'ai peur que ta compréhension des valeurs familiales ne corresponde pas tout à fait à nos traditions. En quoi cela consiste-t-il ? Demanda calmement Catherine. Tu parles de tolérance et d'égalité, mais tu oublies l'importance de la hiérarchie sociale. Notre famille a toujours adhéré au principe selon lequel chacun doit connaître sa place dans la société. Et quelle devrait être ma place, selon vous ? Demanda Catherine, directe. Irène et Alexei échangèrent un regard, et un entendement silencieux passa entre eux. Nous en reparlerons, répondit évasivement la belle-mère. Pour l'instant, retournons dans la salle à manger et prenons un café. De retour dans la salle à manger, tous prirent place à table, mais l'atmosphère avait radicalement changé. Irène était visiblement plus froide, tandis qu'Alexei montrait à Catherine une attention accrue, visiblement impressionné par ses connaissances et sa dignité. « Catherine, je dois admettre que votre maîtrise du français est vraiment impressionnante, » dit-il en versant un café aromatique dans une tasse en argent. « Où avez-vous acquis une telle éducation ? Mon père travaillait dans le corps diplomatique, et la famille a vécu à l'étranger pendant un certain temps, » répondit prudemment Catherine, ne souhaitant pas révéler tous les détails. « Je comprends. Dans quel pays avez-vous eu l'occasion de vivre ? Principalement en France. Nous y avons vécu plusieurs années, avoua-t-elle. Irène releva brusquement la tête. Pourquoi ne l'as-tu pas mentionné plus tôt ? Vous ne m'avez pas demandé. De plus, je ne pense pas que ce soit si important. Pas important ? La belle-mère faillit s'étouffer avec son café. Vivre en France est un énorme avantage. Cela explique votre belle prononciation. Peut-être, acquiesça modestement Catherine. Michel écoutait attentivement la conversation, mais il avait toujours l'air tendu. Catherine commençait à soupçonner qu'il lui cachait des informations importantes sur les traditions familiales. « Alexei, te souviens-tu de notre voisin à Paris, Monsieur Dupont ? Demanda soudain Irène à son mari. Bien sûr, ce cher vieux. Il nous invitait souvent à dîner. Il disait toujours des choses si sages sur la société française, poursuivit la belle-mère, une note rusée dans sa voix. Te souviens-tu de son proverbe préféré ? Alexei réfléchit. Il y en avait beaucoup. Lequel veux-tu dire ? Celui sur les différences sociales. Il répétait souvent, un oie n'est pas un ami d'un cochon. Catherine se mit immédiatement sur ses gardes. C'était la même phrase méprisante qu'ils avaient prononcée plus tôt. Ah oui, il considérait cela comme une observation très précise sur la nature des relations sociales. Exactement, acquiesça sa femme. Monsieur Dupont expliquait que ce n'était pas du snobisme, mais simplement une reconnaissance de l'ordre naturel des choses. Ils rirent tous les deux en se remémorant leur ami parisien, mais leur rire parut à Catherine faux et désagréable. Une philosophie intéressante, remarqua-t-elle froidement. Oh oui, les Français ressentent très finement les nuances sociales, ajouta Irène. C'est leur grand avantage sur d'autres nations. À ce moment-là, le téléphone portable de Michel sonna. Il regarda l'écran et se leva de table. Excusez-moi, c'est au sujet de la répétition de demain. J'ai besoin de sortir, dit-il en se dirigeant vers une autre pièce. Dès qu'il disparut derrière la porte, l'atmosphère dans la salle à manger changea nettement. Catherine, maintenant que nous sommes seuls, je veux te parler franchement, commença Irène, posant sa tasse. Je t'écoute. Tu as très bien réussi à l'épreuve linguistique. Cela nous a beaucoup impressionnés. La voix de la femme sonnait fausse. Mais la connaissance du français n'est qu'un aspect de notre tradition. Quels autres aspects existent ?
La compréhension de sa place dans la hiérarchie familiale, répondit Irène. Tu vois, ma chère, notre lignée a des racines très anciennes et des principes bien établis. Nous ne pouvons pas permettre à n'importe qui d'entrer dans notre famille et de détruire ce qui a été construit pendant des générations. Catherine sentit sa colère monter, mais elle continua à garder son calme extérieur. Que voulez-vous dire exactement ? Je veux m'assurer que tu comprends la différence entre nous et les gens plus simples, formula prudemment la belle-mère. Michel est un musicien talentueux issu d'une famille noble. Sa femme doit non seulement l'aimer, mais aussi correspondre à son statut. Et je ne corresponds pas, selon vous ? Tu es une fille intelligente et éduquée, répondit diplomatiquement Irène. Mais l'éducation ne suffit pas. L'origine, les traditions familiales, la compréhension des subtilités de la culture aristocratique sont importantes. Alexei acquiesça silencieusement, approuvant sa femme. Je comprends, dit sèchement Catherine. Quelle conclusion en tires-tu ? Nous voulons être sûrs que tu ne tenteras pas de changer Michel ou de l'influencer de manière inappropriée, poursuivit Irène. Les jeunes sont souvent trop romantiques et ne comprennent pas la réalité de la vie. Quelle réalité ? La réalité des différences sociales. Comme le disait notre ami parisien, un oie n'est pas un ami d'un cochon. Ce n'est pas une insulte, c'est simplement un constat de fait. Irène et Alexei échangèrent à nouveau un regard et rirent, pensant visiblement que leur remarque était très spirituelle et profonde. Catherine sentit que sa patience touchait à sa fin. Ces gens montraient ouvertement leur mépris pour elle, la considérant comme indigne de leur famille. Il était temps de leur montrer qui elle était vraiment. Un point de vue très intéressant, dit-elle lentement en se levant de table. Je pense qu'il est temps pour moi de rentrer chez moi. Demain sera une longue journée. Bien sûr, ma chère, acquiesça Irène en se levant également. Nous devons tous bien nous reposer avant le mariage. À ce moment-là, Michel revint dans la salle à manger, l'air encore plus agité. Comment ça va ? De quoi avez-vous parlé ? Demanda-t-il en scrutant la pièce. Nous avons eu une belle conversation, répondit sa mère. Catherine est une fille très intéressante. Michel accompagna sa fiancée jusqu'à l'entrée. Pendant qu'elle mettait son manteau, il jouait nerveusement avec les manches de sa chemise. Katia, comment s'est passée l'épreuve ? Maman est-elle satisfaite ? Demande-lui toi-même, répondit froidement Catherine. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cette tradition à l'avance ? Je pensais que tu t'en sortirais facilement. Et tu t'en es sortie, n'est-ce pas ? Oui, je m'en suis sortie, répondit-elle brièvement en boutonnant son manteau. Alors quel est le problème ? Catherine observa attentivement son fiancé. Dans ses yeux, elle pouvait lire une sincère confusion, mais aussi une certaine dissimulation. Il n'y a pas de problème, dit-elle. On se voit demain au mariage. Il l'embrassa sur la joue, mais le baiser lui sembla formel et froid. Bonne nuit, ma chère. Déjà près de la porte, Catherine se retourna vers lui. Michel, que s'est-il passé avec ton frère Paul ? Le visage de son fiancé pâlit instantanément. Comment sais-tu pour Paul ? Ta mère en a parlé. Elle a dit qu'il n'avait pas réussi l'épreuve familiale. Ce n'est pas lui, mais sa femme, corrigea Michel d'un ton sombre. Elle s'est révélée inappropriée. Maman avait raison. Leur mariage ne s'est vraiment pas bien passé. Et où est-il maintenant ? Je ne sais pas. Nous ne communiquons pas. Il a choisi son chemin. Dans la voix de Michel, il y avait une tristesse, mais aussi une résignation, comme s'il avait accepté la perte de son frère. Catherine lui dit au revoir et sortit dans le hall. En descendant les escaliers, elle réfléchissait aux événements de la soirée. La famille Gori avait montré son vrai visage de snob hautain, se considérant supérieur aux autres. Mais ce qui l'attristait le plus, c'était la soumission de Michel,
sa volonté de sacrifier des relations proches pour obtenir l'approbation de sa mère. À l'extérieur, elle prit une profonde inspiration de l'air frais. Demain devait avoir lieu le mariage, mais maintenant Catherine doutait sérieusement de la justesse de son choix. Fallait-il lier sa vie à une personne qui n'était pas capable de protéger la femme qu'il aime des humiliations de sa propre famille? Mais elle avait un avantage dont les gorilles n'avaient même pas idée. Et s'ils voulaient jouer à des jeux en français, elle leur montrerait la véritable culture et l'éducation française. En rentrant chez elle, Catherine ne pouvait pas chasser les événements de la soirée de son esprit. Le comportement hautain d'Irène, ses insinuations méprisantes, ce proverbe français dégoûtant que les gorilles prononçaient avec tant de plaisir. Tout cela bouillonnait en elle. Chez elle, elle resta longtemps devant la fenêtre, regardant les lumières de la nuit à Paris. Demain devait avoir lieu le mariage qu'elle attendait avec impatience. Mais maintenant, l'anticipation joyeuse avait été remplacée par une amère déception. Michel partageait-il vraiment les opinions de ses parents? Pensait-il aussi qu'elle était indigne de sa famille? Le téléphone sonna, interrompant ses sombres réflexions. Sur l'écran s'affichait le nom de sa mère. « Katia, comment ça va? Demain est ton grand jour. » La voix joyeuse de sa mère fit sourire Catherine. « Bonjour, maman. Oui, demain c'est le mariage. Tu ne sembles pas très joyeuse. Tout va bien? » Catherine hésita à parler de la soirée chez les gorilles. Sa mère était une femme sage et pouvait donner de bons conseils, mais elle ne voulait pas l'inquiéter la veille du mariage. « Tout va bien, je suis juste nerveuse. C'est normal avant un jour si important. » « Bien sûr, ma chérie. Te souviens-tu de combien j'étais nerveuse avant mon mariage avec ton père? Mais tout s'est bien passé. Maman, te souviens-tu de notre temps à Paris? Bien sûr. Les meilleures années de notre vie. Tu as appris le français si rapidement, tu parlais mieux que les enfants du coin. Pourquoi demandes-tu? Je me suis juste souvenue. Ça me manque, ce temps-là. Moi aussi. Mais pourquoi vivre dans le passé? Tu as un bel avenir devant toi avec l'homme que tu aimes. Après la conversation avec sa mère, Catherine se sentit un peu mieux. Elle prit un bain chaud et se prépara pour la nuit. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux